Au début, tu n'as pas peur. Tu ne vis pas avec la peur. Tu vis avec un homme que tu aimes et qui t'aime. Tu le crois au début. Au début, amoureuse, l'amour, le grand mot. Amoureuse, et même retomber amoureuse après les excuses. Au début, entendre parler de femmes battues et se dire « mais elles n'ont qu'à partir ». Mais l'emprise et la terreur, si tu ne les as pas vécues. L'épuisement. Au début, tu ne comprends pas. Au début, tu ne sais pas. Tu ne sais rien. Puis, dès le matin et chaque matin, qu'est-ce qui va se passer? Puis, dès le matin et chaque matin, si je dis ça ou ça, si je fais ça ou ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais y passer? Passer une autre journée. Marcher sur des œufs. Blush, rouge à lèvres, ombre à paupières? Non. Fond de teint, oui. L'outil principal, capital. Farder, cacher, effacer du visage les bleus, traces de sang, plaies, bosses, effacer le visage. Écrire sur le miroir, je ne sens rien, rien, rien. Je ne sens rien. On ne verra rien, rien, rien. On ne me voit pas. Je ne sens rien, rien, rien. Je ne vois rien. Et quand il bouge, je me demande pourquoi. Et quand il se tait, je me demande pourquoi. Et quand il s'avance, je me demande pourquoi. Et quand il ferme la porte, je me demande pourquoi. Et quand il ouvre une bouteille, je sais pourquoi. Et quand il frotte ses mains, je sais pourquoi. Et quand il craque ses doigts, je sais pourquoi. Laissez-moi partir. Donnez-moi de quoi m'installer ailleurs. Loin, loin, le plus loin possible. Laissez-moi me reposer un peu. Laissez-moi revivre un peu. Laissez-moi oublier un peu. Pour certains, c'est la colombe blanche, la liberté. Pour moi, c'est rouge pute, ma liberté. Du rouge à lèvres, du rouge voyant, du rouge, tu me vois, du rouge, c'est moi. Putain cognait-il si je mettais du rouge. Elle déclenche la violence, la féminité, les insultes, l'interrogatoire, les brutalités. Rouge sang. Dans ma nouvelle collection, je choisis un tube rouge pute. Je dessine mes lèvres, redessine ma vie, visible, vivante, rouge vif. Voilà, c'est un extrait de Rouge pute de Perrine Lequerec, et c'est un texte qui m'est allé comme un coup de poing. Elle a donné la parole à des femmes qui ne l'ont jamais, et elle en a fait un livre extrêmement fort et extrêmement beau. Voilà. Mon compagnon est accordéoniste. Il fait les bals, les mariages, les anniversaires, les départs en retraite, et parfois il accompagne les parlottes des soirées culturelles, lecture, poésie, découverte du terroir. Je l'ai rencontré au mariage de ma meilleure amie. Je m'ennuyais tellement que je m'étais mise à regarder les gens. J'ai toujours un livre dans mon sac, mais j'avais peur de paraître mal polie en le sortant. Alors, je regardais les gens. Ils étaient tous si serrés, si engoncés. Un seul ouvrait les bras. Et c'était lui. Pour faire de la musique, il embrassait l'air. Il accueillait le vide. Il respirait à grands gestes. Je suis tombée dans l'ouverture de ses bras. Au sens propre, j'ai rempli ce creux, cette soufflerie, sa poitrine musicale. Je voulais entendre les bruits de son large cœur, désordonnés par le désir, rassemblés par l'accordéon. Les policiers disaient qu'il s'agissait probablement d'une disparition volontaire. Je l'ai cherché de longs mois, si longs qu'ils ont fini par faire quelques années. Et puis j'ai décidé d'arrêter.
Je me suis mise à sortir de nouveau, à voir du monde. Je crois que je commençais à l'oublier. Un soir, rentrée un peu plus tôt que d'habitude, j'ai allumé la télé. Je me suis à moitié endormie devant un reportage sur l'habitat alternatif, les yourtes, les tipis, les cabanes dans les arbres, les hommes, toutes ces conneries d'écolos marginaux. Dans ce demi-sommeil, je l'ai vue. Elle sortait d'une hutte, toute crade et si belle. Elle et moi, c'est une histoire d'attente, depuis le début. C'est toujours moi qui attends. Je m'y suis habituée et elle est toujours en retard. J'arrive à l'heure, car je ne sais jamais de combien va être son retard. Parfois, quelques minutes seulement, parfois plus. Beaucoup, beaucoup plus. J'arrive à notre rendez-vous et je me dis, maintenant, le retard va commencer. Je lis. J'ai toujours des livres pour son retard, mais c'est plus fort que moi. Au bout de quelques chapitres, je m'inquiète déjà. Je m'inquiète pendant je ne sais combien de pages. Il était adossé au mur. Son ombre se cassait au bord du trottoir. J'ai marché dedans. Le désir d'elle me rendait plus fort, bien plus fort qu'elle. J'aime quand il est nu chez moi. C'est comme s'il habitait là. Donc, je vous ai lu des extraits de Nous en nous, d'Emmanuelle Pagano, une auteure française contemporaine que j'aime beaucoup. Et dans ce livre, comme vous l'avez entendu, elle nous offre de petits textes qui vont de 2 lignes à une page et demie, sur toutes les situations possibles des liens, de la vie amoureuse, de la rupture la rencontre à la rupture, en passant par le quotidien partagé, de plus ou moins longue durée, avec toutes sortes de situations, des émotions de tendresse, humour, tristesse, parfois violence aussi ou cruauté. On peut déguster sans modération, par moments. Voilà, je vous souhaite une belle lecture. Mariage d'amour. Il me semble plus aisé de s'éprendre d'un sac à dos que d'une valise. Le sac se montre plus malléable, plus docile. Lors de mes pérégrinations en bus à travers l'Amérique latine, je n'exilais jamais le mien, ni sur le toit où s'entassaient paquets et ballots, ni dans la soute oppressante. Il se calait par terre, entre mes pieds, en chien fidèle qu'il était. Parfois, je le tenais dans mes bras comme un gros poupon. Si j'avais la chance d'occuper un coin fenêtre, je l'interposais entre le cadre métallique de la vitre ou le rideau crasseux et moi, et je dormais, ma joue contre son ventre. Cependant, Albert Londres, qui séparait les individus en 2 catégories, ceux qui avaient des meubles et ceux qui avaient des valises, considère bien la sienne d'un œil conjugal. Elle est unie à lui pour le meilleur et pour le pire. Vais-je rester là, dans la poussière, à contempler la vieille peau de cochon de ma chère valise, ma douce compagne ? Quant à sa couverture, il lui dédie, dans La Chine en folie, une élégie aussi poignante que celle de Diderot à sa vieille robe de chambre. Hélas, j'allais encore avoir froid. J'en étais sûr. J'ai toujours froid depuis que j'ai perdu ma bien-aimée couverture. Je l'ai oubliée une nuit maudite à Abo, en Finlande, sur le sale comptoir d'une douane maritime. Fidèle compagne chaude et légère, je l'avais entraînée à travers le monde pour une course de 66 000 kilomètres. Je l'aimais. Elle avait couché avec moi dans toutes les capitales d'Europe, connu les Balkans et ses typhus, l'Orient et ses quarantaines, les ponts des bateaux, les palaces et les cannes nauséabonds. J'avais su la sauver des théories de Karl Marx, un matin de perquisition dans le Moscou de la terreur. Je la secouais, je l'épouillais, je lui parlais.
Viens, ma vieille, nous allons encore prendre le train. Dire que maintenant, elle borde sans doute et pour toujours la couche immobile d'un Finlandais sédentaire, peut-être même d'un douanier. Ô toi qui ne voyageras jamais plus, pardonne-moi. C'est un extrait de mon dernier livre, Sois sage mon bagage, donc cet extrait autour des valises, sacs à dos, couvertures. Et Sois sage mon bagage, je me glisse dans les baluchons des grands voyageurs et grandes voyageuses, des extravagants, des excentriques, des criminels, des écrivains, pour lesquels j'ai eu un coup de cœur, donc ici, Albert Londres, le grand reporter. Quelle drôle d'idée ont eu les hommes d'inventer Dieu, tout de même. Une idée sortie toute bénie de leur cerveau de grenouille. Et comme ils l'ont enchiffonné, coloré, surdoré, rebrodé, surchargé par la suite. Et vas-y que je te couvre les gardiens du temple de mitres pointus et de plumes, de turbans et de surplis de dentelle, et une tonsure par-ci, et des anglaises par-là, et une défense de facochère dans la narine, et celui-ci rasé dans un drap orange, et celle-là rasée aussi sous la perruque. Rousse? Non, pas rousse, ça porte malheur. Et une couverture sur la tête, et des cendres sur les sourcils, et un point rouge entre les yeux, et la quéquette tire-bouchonnée, et la circulation sanguine arrêtée par une lanière de cuir, et du violet au carême, et une petite boîte à malice sur le front, et enlevez-moi vos chaussures, et pas de couleur rouge au bord de l'étang sacré, et coupez-moi donc ce prépuce, et laissez-moi pousser cet ongle-ci. Plus extravagante que l'idée d'inventer un Dieu est celle de croire que le nôtre puisse être le bon et pas celui du voisin. Dérisoires petits humains, vous ne savez pas quoi faire pour vous faire remarquer par votre Dieu. Mais grand comme vous l'avez fait, il ne voit pas la couleur des étoffes qui couvrent vos corps vilains. Il ne sait pas si vous arrêtez de travailler vendredi, samedi ou dimanche. Et si vous vous prosternez devant ce bloc de marbre, cette grotte ou cette bougie, les pieds à l'est ou à l'ouest, il ne sait pas si vous offrez du pain, du riz, des fleurs de frangipanier ou les flots du sang de l'agneau. Il n'entend pas vos sourates, vos patères, vos shalom, vos moulins à prière. Il ne parle pas votre langue. Il ne voit et n'entend que les âmes. Il est branché sur les âmes, éclairé comme des néons et qui bruissent mélodieusement dans l'univers. Certaines sont éteintes. Vous pouvez vous lever à 4 heures tous les matins pour la messe, vivre au couvent, sceller votre sexe, porter cornette, anneau d'évêque, turban jaune de pèlerin, barbe de fou de Dieu. Vous pouvez tourner 1 million de fois autour de la Kaaba, baiser autant de fois des pieds de plâtre ou un lingam de pierre. Si votre âme est éteinte, il ne vous verra pas. Son regard, qui n'est pas regard, mais appréhension suprême, ne saisit que ce qu'il y a de divin dans les humains. J'ai choisi ce passage de La Métamorphose du Rossignol, qui est mon deuxième roman policier, parce que je voulais vous offrir quelque chose d'un peu enlevé et vous faire participer aussi au plaisir d'écrire et au plaisir des mots. Alors, dans cette uchronie, Laurent Binet part d'un événement historique véritable. C'est la guerre civile entre Huascar et Atahualpa, qui sont deux princes incas, héritiers du trône de Tawantinsuyu, c'est-à-dire l'empire inca. Donc on est à peu près au milieu du roman, ça se passe au XVIe siècle. Atahualpa a conquis l'Espagne et il a passé un accord avec son frère Huascar qui restait en Amérique et il avait envoyé Iguenamota, qui est une princesse cubaine, pour négocier. Atahualpa prit possession de Séville sans un coup de canon. Il installa la reine et l'enfant dans le palais de l'Alcazar avec lui. C'est de Séville qu'il établit une liaison maritime avec Tawantinsuyu qui passerait par Cuba. Ainsi, l'approvisionnement en or et en argent serait-il assuré. Fugère lui avancerait autant qu'il désirait. Et de fait, Atahualpa avait de grands besoins, car il avait de grands projets. Il convoqua les Cortés pour qu'ils confirment sans attendre l'enfant Philippe comme le futur roi d'Espagne,
et accessoirement qu'ils entérinent la régence d'Atahualpa. Dans ce monde, tout semblait possible avec de l'or, ou du moins rien ne l'était quand il venait à manquer. L'or et l'argent simplifiaient tout. Le parti des Tavera et des Granvelle, qui avait failli l'anéantir, n'avait plus aucun moyen de s'opposer à lui. Ni la légitimité, qui s'était éteinte avec Charles, ni l'or, qui s'était tari, ni l'armée, exsangue et ravagée par une maladie inconnue. L'Inca s'était empressé d'offrir la Flandre et l'Artois au roi de France, et l'armée de Ferdinand était partie défendre les provinces de son frère, lui laissant le champ libre. Maintenant, il voulait régner. Ou plutôt, puisque la couronne d'Espagne n'était pas exactement vacante, il voulait gouverner. Qu'avait-il offert à Huáscar pour faire la paix? Du breuvage noir, des arquebuses, un peu de blé, des feuilles qui parlent et des tableaux. L'idée que le monde était assez grand pour tous les deux. Et la perspective de richesses nouvelles en échange de ce dont Tawantinsuyu regorgeait, l'or et l'argent. Ainsi, les Incas découvrirent le commerce, cette activité qui consistait à échanger des marchandises en utilisant de la monnaie. Huguena Mota avait parfaitement rempli sa mission. Elle aurait pu rester à Cuba avec les siens et ne jamais revenir. Elle en avait décidé autrement, par amour pour Atahualpa peut-être, bien qu'elle ne fît pas mystère de sa relation avec le jeune Pizarro. Mais sans doute, plus sûrement, le goût de l'aventure, la curiosité avait-il prévalu dans son choix. Elle aimait ce monde de fureur et de promesses. Elle voulait savoir où tout ça les emmènerait. Et puis, elle aussi voulait voir l'Italie. D'ailleurs, elle fut chagrinée d'apprendre que Lorenzino était retourné dans son pays. Elle ignorait alors quel rôle le destin réservait au jeune homme de Florence. Elle ignorait tout des événements à venir. Alors, ce qui est plutôt sympa dans ce livre, c'est de croiser nombre de personnages historiques, donc des princes, des artistes, des écrivains, etc. Et puis, à la fois, on s'amuse à deviner qui est qui, parce qu'ils ne sont pas toujours présentés comme tels dès le début. Et puis, c'est intéressant de voir ce que l'auteur propose pour eux dans cette nouvelle donne historique. Évidemment, c'est un livre qui, en changeant le point de vue, nous invite à réfléchir sur notre monde, sur nos valeurs, sur notre fonctionnement et sur notre point de vue complètement autocentré. Ashley avait glissé à bas de sa selle et tous deux s'étaient tenus debout côte à côte, de l'herbe quasi à hauteur de cuisse. Jim avait tendu le doigt. « Il est dans cette écorce de fer, là, voyez ?» Il plissa les yeux. « Là, un peu sur la gauche, deuxième branche en partant du haut. Bec rouge. Violet sur la gorge et les plumes de la queue. Vous le voyez ?» Ashley, le regard fixe, concentré, trouva la branche. Et puis avec un petit sursaut de surprise et d'excitation, l'oiseau. Bec rouge, gorge violette, en tout point comme le jeune homme l'avait promis. « Je le vois !» s'exclama-t-il, à la façon d'un enfant, et tous deux sourirent largement. Le jeune homme se détourna et s'assit sur une souche. De sa poche, il sortit de quoi rouler une cigarette. Ashley s'avança vers lui d'un pas trébuchant. « Prenez une des miennes. »« Non, vraiment, insista-t-il. »« Merci, dit le jeune homme. » Il fit tourner le petit cylindre de tabac, si parfaitement lisse et symétrique, observant le papier doré entourant son extrémité, puis le posa sur sa lèvre inférieure, gratta une allumette de cire qu'il protégea du vent de sa main en coupe et tendit à Ashley, qui inclina la tête vers elle et souffla la fumée. Jim alluma sa propre cigarette et, de l'ongle du pouce, expédia l'allumette. Tout cela les fit passer d'un moment de rien de plus à dire à un confortable silence. Ashley mena son cheval à une souche en face et, croisant les jambes, le corps courbé en avant, coude au genou, s'absorba dans une immobilité intense, avant de dire brusquement « Vous venez souvent par ici ? Pour observer, je veux dire. »« Assez, oui. Pourquoi ? Je sais pas. C'est intéressant, non ?» Il promena un regard circulaire, ses yeux gris étrécis, et la terre était un cercle plat alentour, pointe d'herbe, souche d'arbres, buissons, tout cela immobile, semblait-il, et silencieux, tout cela vivant et peuplé d'yeux, de becs, de pointes d'ailes. Ashley suivit son regard.
la terre prit un relief plus net et lui-même, soudain, aurait pu être capable de la voir dans ses moindres détails. Œil individuel au mouvement infinitésimal, bec rouge dans un rameau de fleurs de gommier, corps minuscule au niveau du sol parmi les racines, l'un des granivores de la couleur de la terre. L'espace d'un instant, il fut intensément conscient de ce que chaque mètre carré pouvait abriter de vie, et il possédait 1000 arpents. Mais même s'il regardait et voyait, il n'aurait jamais aucun nom à mettre sur les choses. Oiseau dollar. Ce garçon avait les noms. Où avez-vous appris tout ça demanda-t-il, revenant d'où ses propres pensées l'avaient amené. Oh, à droite, à gauche, une partie dans les livres. Mais surtout, vous savez, Jim trouvait difficile d'expliquer que c'était quasiment un instinct qu'il avait, incompréhensible même à ses propres yeux. Dire cela aurait peut-être été trop prétentieux. Un don, était-ce un don? Avec le temps, dit-il, on finit par savoir certaines choses, et le reste, on le devine. Et si on n'est pas trop mauvais, on devine juste, 9 fois sur 100. Et il éclata de rire. Ashley riait aussi. Il se ramassa plus étroitement sur lui-même, jambes nouées, coudes collés au corps, et son rire faisait penser à un petit génie qu'il aurait tenu enfermé là comme dans une lampe magique, et qui soudain s'échappait en pétillant. Donc c'est l'histoire de Ashley et Jim, passionnés d'oiseaux, qui vivent en Australie, et qui se sont rencontrés sur le domaine d'Ashley, qui est dans une zone de marais et d'estuaire. Ils sont en fait passionnés l'un et l'autre par ce monde des oiseaux. Et on va avoir aussi un autre personnage qui va rentrer dans la danse, c'est Imogen, qui est une photographe anglaise, et qui va immortaliser les moments exceptionnels de l'aventure qu'ils vont vivre, qui est la création d'un sanctuaire pour les oiseaux migrateurs. Pourquoi j'ai choisi ce livre? D'abord parce que c'est un moment de contemplation, d'arrêt sur l'observation du monde vivant, qui est très important pour moi. Et c'est à la fois de la poésie, de la rêverie, mais aussi de l'action, sur fond de guerre en Europe. C'est en 1914 que ça se passe. Et j'aime ces êtres qui sont très différents et qui finalement se découvrent par le biais d'une passion commune, qui est juste la fascination d'oiseaux, d'êtres donc ailés, qui les amène vers des mondes un peu plus légers que ce qui se passe dans le monde. Voilà, et en même temps, c'est la fascination pour la beauté du vivant, tout simplement. Elle le regarde par la fenêtre, et ce qu'elle voit sur le parking, malgré la réverbération du soleil qui l'aveugle et l'empêche de le voir comme elle aimerait, lui, debout, adossé à ce vieux kangou, qu'il faudra bien qu'il se décide à changer un de ces jours, comme si, à l'observer, elle allait pouvoir deviner ce qu'il pense, quand il se contente peut-être seulement d'attendre quelque sorte de cette gendarmerie où il vient de l'emmener. Pour la combien de fois déjà? 2 ou 3 en 15 jours, elle ne sait plus. Ce qu'elle voit, donc, alors qu'elle est un peu surélevée par rapport au parking qui semble légèrement incliné après le bosquet, debout, près des chaises de la salle d'attente, entre une plante rachitique et un pilier de béton peint en jaune, sur lequel elle pourrait lire des appels à témoins si elle prenait le temps de s'y intéresser, c'est, comme elle la domine légèrement, la surplombant et de ce fait l'observant déformée, un peu plus tassée qu'elle ne l'est réellement, la silhouette compacte mais grande, solide de cet homme dont elle se dit maintenant qu'elle a sans doute depuis trop longtemps pris l'habitude de le voir comme s'il était encore un enfant. Non pas son enfant à elle, elle n'en a pas, elle n'a jamais éprouvé le désir d'en avoir, mais un de ces gosses dont on s'occupe occasionnellement, comme un filleul, ou un de ces neveux dont on peut jouir égoïstement du plaisir qu'ils nous donnent, à profiter de leur enfance, sans avoir à s'encombrer des tracas que celle-ci provoque, que leur éducation génère, comme autant de dégâts collatéraux inévitables. Sur le parking, l'homme a les bras croisés, des bras robustes, dans le prolongement d'épaules trapues, un cou épais, un ventre proéminent, et une touffe de cheveux châtains très raides qui lui donne toujours l'air mal coiffé ou négligé.
Il s'est laissé pousser la barbe. Pas une barbe trop épaisse, non, mais ça ne lui va pas du tout, pense-t-elle. Ça accentue encore son côté bourru, cette impression qu'il laisse immanquablement à qui ne le connaît pas, en lui donnant aussi quelque chose de plus paysan. Elle serait bien incapable de dire ce que c'est qu'un air paysan, l'image d'un homme qui ne veut pas sortir de sa ferme et s'y tient littéralement enfermé, renfrogné, comme un exilé ou un saint, ou après tout, comme elle, dans sa maison. Mais elle, ce n'est pas grave. Elle a 69 ans, et sa vie roule tranquillement vers sa fin. Tandis que la sienne, à lui, qui n'en a que 47, a encore un long chemin à parcourir. Elle sait aussi que derrière l'air bourru qu'il se donne, il est en réalité doux et attentionné, patient, parfois sans doute trop. Il a toujours été serviable avec elle et avec les voisins en général. À la moindre occasion, il rend service, oui, sans trop réfléchir, à qui le lui demande, même si c'est à elle qu'il rend volontiers le plus grand nombre de services, comme il le fait aujourd'hui en l'accompagnant en voiture à la gendarmerie et en l'attendant pour la raccompagner au hameau, histoire de lui éviter de faire à vélo quelque chose comme 7 km à l'aller et autant au retour. Bergogne, oui. Voilà, alors j'ai choisi ce court extrait des Histoires de la nuit de Laurent Mauvignier, qui sont en fait les premières pages introductives d'un récit qui fait plus de 620 pages, parce que je trouve qu'on rentre vraiment d'emblée dans l'histoire, mais aussi dans le style de l'auteur, Laurent Mauvignier, et qu'on n'a pas de... c'est pas une véritable introduction, c'est une scène introductive, et déjà on perçoit la relation qui va unir ces deux personnages, cette femme sur laquelle on zoome, et cet homme qui l'accompagne, et voilà, et on est déjà happé par ce récit qui va être ensuite un véritable thriller psychologique, et que je vous recommande à tous.